L'examen et le résultat de l'exercice 2022 témoignent de l'ambition de notre département à remplir ses compétences obligatoires, tout comme à maintenir des politiques originales nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la population. Car ces politiques ne sont pas superflues. Je pense par exemple à notre réseau de crèches, de PMI ou bien de soutien aux associations, facteur indispensable de cohésion sociale, essentiel dans un contexte de crise qui frappe plus durement qu'ailleurs les séquoigneux dionysiennes et dionysiens. Mais cette crise à laquelle s'ajoutent les politiques d'austérité de l'État impacte également l'équilibre financier de notre collectivité. Pour étayer mon propos, quelques rappels historiques. En 2003, dans une perspective de réduction des dépenses publiques, l'État modifie le mode de calcul de l'APA et de la PCH. Avec cette modification, l'État entame un processus de transfert, en tout ou en partie, des dépenses de la solidarité nationale sur les collectivités. 20 ans plus tard, le résultat est là. 25,4%, c'est le montant que compense la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernant l'APA et la PCH en Seine-Saint-Denis. Ainsi, l'État fait fi depuis 2003 aussi bien de l'augmentation du montant de ses allocations que de l'augmentation du nombre de ses allocataires. Ainsi, en 2022, les dépenses de l'APA s'élèvent à 147,5 millions d'euros, soit 7,4% de plus par rapport à 2020. La PCH 2022 s'élève, elle, à 92 millions d'euros, soit une montée de plus de 21% par rapport à 2021. Alors certes, il y a l'explication sur les retards, mais on voit quand même qu'on est sur une augmentation réelle de ces AIS au fur et à mesure du temps. Il est essentiel de poursuivre ce combat pour une meilleure compensation de ces deux AIS, que vous avez entamé, Monsieur le Président, avec d'autres collectivités territoriales et particulièrement avec l'Association des départements de France. C'est un combat pour l'égalité des territoires et pour la justice sociale pour les habitants de notre département que nous menons avec une telle revendication. Nous continuerons de mener cette lutte avec vous. Dans les rappels historiques, nous pourrions également évoquer la recentralisation du financement du RSA. Si cette recentralisation a été une bouffée d'air pour notre collectivité asphyxiée par le défaut de compensation de l'État sur cette AIS, il est tout de même compliqué de dire que la solidarité nationale est complète lorsque chaque année, l'État ponctionne dans nos recettes 220 millions d'euros par un prélèvement de notre DGF et 0,9% de la taxation sur les recettes issues des DMTO. Si j'évoque avec vous ces rappels, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, le recul des DMTO. Le CA 2022 et le budget supplémentaire en attestent. En 2022, les recettes liées au DMTO sont de 237,9 millions d'euros, soit un recul de 11% par rapport à 2021. C'est la conséquence d'un marché immobilier en chute libre, comme on l'a déjà évoqué. Et sans surprise, à la faveur du budget supplémentaire 2023, nous minorons l'inscription des recettes de DMTO en inscrivant 190 millions d'euros au lieu de 232 millions. Outre le fait que nous ne pouvons plus assurer des dépenses pérennes sur des recettes aléatoires, il est indispensable de revoir la ponction de l'État dans le cadre du RSA si nous voulons garder le bénéfice de la recentralisation. En effet, en prenant les projections de septembre 2021, date de la recentralisation, notre collectivité pouvait espérer un gain net de 310 millions d'euros d'ici 2026, soit les 5 ans de l'expérimentation. L'objectif était de dégager des marges de manœuvre. Ceci était sans compter sur la crise qui nous oblige à inscrire 30 millions d'euros pour payer la note de l'inflation. Aujourd'hui, rien n'indique que cette somme va baisser, notamment sans aide de l'État dans ce domaine. Si je fais un rapide calcul d'ici 2026, c'est 120 millions d'euros au minimum de dette d'inflation, soit plus d'un tiers du bénéfice de la recentralisation du financement du RSA. Nouvelle démonstration récente de ce libéralisme à tout crin avec la suppression de la CVAE pour l'année 2024. Comme d'habitude, l'État nous assure une compensation. On connaît la chanson. En 2009, la taxe professionnelle a été supprimée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy pour renforcer la compétitivité des entreprises. Mais pas de panique, il y aura compensation avec une fraction de la TVA. Sauf que la compensation est fixée à l'année 2009. Résultat, perte pour les collectivités de 6 milliards d'euros par an, sans effet notable pour l'emploi. C'est la première suppression d'un lien fiscal avec le territoire, alors que les collectivités créent les conditions pour faire venir les entreprises avec, par exemple, le développement de l'offre de transport ou la création de zones d'activité avec tous les outils modernes. Il y a 2 ans, transfert de nos recettes issues du foncier bâti aux communes pour couvrir la suppression de la taxe d'habitation. Et là encore, une nouvelle fraction de la TVA. Et encore avec un gel du montant, donc perte en volume, de plus encore durement attaquée par l'inflation. Et pour 2024, perte de la CVAE. Et encore une fois, le recours à la fraction de la TVA, c'est l'ultime perte
de ce qui ressemblait à un lien fiscal avec les entreprises, scellant définitivement notre équilibre financier à des dotations dont personne ne remettra en cause le caractère aléatoire. Alors certes, la TVA garde une certaine dynamique et demeure avec plus de 190 milliards la première recette fiscale de l'État. Mais jusqu'à quand? Outre le fait qu'elle n'est pas extensible à l'infini, la TVA repose sur la consommation des ménages et sur la construction. Si demain, ces deux secteurs sont en recul profond, ce qui risque d'être le cas, nous pouvons avoir de grandes craintes sur la qualité de nos recettes. Nous voyons bien que nous sommes confrontés à un problème structurel sur la question de nos recettes. En effet, plus d'un tiers de nos recettes sont désormais dépendantes des aléas économiques. Dans ce contexte, nous avons raison d'anticiper l'avenir avec une provision de 30 millions pour faire face à l'inflation qui sera reprise au BP 2024. Tout comme il semble aujourd'hui raisonnable la provision de 60 millions destinée à garantir, au-delà de l'exercice 2023, un haut niveau d'autofinancement qui permettra d'assurer le financement des dépenses d'équipement brut des exercices à venir. C'est ainsi une anticipation de 90 millions d'euros sur les 133 millions d'euros d'excédent. Mais jusqu'à quand allons-nous être capables de faire un tel exercice? L'effet ciseau entre la baisse des recettes et une augmentation des besoins de la population qui s'exacerbe avec la crise semble devenir un avenir plausible. Nous avons besoin de poursuivre nos alertes sur cette situation au moment où le maintien et le développement des services publics locaux sont des éléments indispensables pour lutter contre les inégalités. Nous le disions, les politiques volontaristes du conseil départemental ne sont pas un luxe dans la période pour la population. Que ce soit le chèque alimentaire, le chèque réussite ou les aides pour l'énergie contenues dans le plan pour le pouvoir d'achat de 48 millions d'euros, les politiques d'aide à la population sont devenues essentielles pour une part croissante des Séquagneux-Denisiennes et Séquagneux-Denisiens. Nous devons faire entendre nos voix face à cette dichotomie devant laquelle nous place le gouvernement, au risque sinon de devoir faire face à une équation impossible à résoudre. Aujourd'hui encore, comme le disait notre camarade Jacques Ralit, la Seine-Saint-Denis ne doit pas se plaindre, elle doit porter plainte. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Hamid Chabani. Merci, Monsieur le Président.